ça un peu l'idée première de ce séminaire, c'est d'explorer cette façon dont l'histoire est incorporée, l'histoire est agissante en moi, et de penser que une des façons privilégiées pour tirer ce fil-là, c'est de travailler à partir de l'éprouvé, et donc d'explorer mon rapport à l'histoire à partir des émotions que j'éprouve quand je suis dans cette reviviscence, cette remémoration, cette résurgence de l'histoire. Et donc c'est les deux pôles. On va travailler sur vos histoires de vie, et travailler sur vos émotions, vos ressentis, vos éprouvés, quand on revient sur cette histoire. Ce qui signifie bien qu'on est dans un groupe d'implication et de recherche, c'est-à-dire que nous aussi on est en recherche, et on s'implique, mais on ne s'implique pas comme vous, c'est pour ça qu'on n'a pas fait la même chose que vous dans l'entrée du séminaire, parce qu'on est plus à disposition pour poser le cadre qui va permettre de faire ce va-et-vient permanent entre qu'est-ce qui se passe pour moi, dans l'éprouvé, dans ce que je ressens, dans mon histoire, donc à votre disposition de vous accompagner dans cette exploration personnelle au plus près du vécu, et en même temps, tous ensemble, d'essayer à partir de là de comprendre qu'est-ce que... Alors je entre dans le séminaire, c'est-à-dire cette dynamique du sujet. Une des hypothèses de ce travail, c'est reprenant Sartre, l'important n'est pas ce qu'on fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Et aussi cette idée que qu'est-ce que ça veut dire advenir comme sujet de son histoire, cette hypothèse que l'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Alors, pourquoi émotion, histoire de vie? Parce que c'est une hypothèse très forte, je dirais freudienne et bourdieusienne, qui sont deux références, l'une de la psy, l'autre de la socio. Donc l'objet de ce séminaire va être de repérer les liens entre ces émotions et des situations qu'on a vécues dans le passé, pour mieux comprendre comment et pourquoi ces situations nous ont marqués sur le moment, ce qu'elles ont produit, déterminé dans l'après-coup. Quand je dis l'histoire est agissante en soi, on est marqué, on reproduit des comportements qu'on a eu à un moment donné qui étaient nécessaires, par exemple des comportements de survie ou pour se protéger par rapport à la violence, etc., alors que les conditions dans lesquelles on est ne nécessitent plus d'avoir ces comportements. Et on se dit, mais pourquoi je réagis comme ça? Et on sait bien qu'il y a là quelque chose, hein, et on ne peut pas faire autrement. Et en fait, l'émotion, c'est le premier langage de l'enfant. L'enfant, avant la parole, il crie, il pleure, il rit. Enfin, les premières expressions émotionnelles, hein, avant l'accès au langage et à la symbolisation, c'est bien par les émotions que ça se fait. D'où cette idée que les émotions, c'est préverbal, c'est l'enfance, c'est archaïque, et qu'il est temps que les humains grandissent et accèdent à la raison, hein, à la verbalisation, pour contenir les émotions, avec cette idée que l'essentiel de la culture, ça a été vrai pendant très longtemps. Aujourd'hui, on commence à s'interroger là-dessus. La culture, c'est la maîtrise de ses émotions. Tiens-toi droit, hein, donc, et que la posture corporelle, hein, pour toute l'éducation, c'est d'être bien élevé, d'avoir les bons comportements, donc les bons habitus, dirait Bourdieu, hein, de quelqu'un qui a de la tenue, de quelqu'un qui a de la retenue, de quelqu'un qui sait se tenir, avec toute cette idée, hein, de cette position corporelle
cette question du corps, elle est souvent mise de côté, mais elle est évidemment essentielle dans notre développement. Alors Freud a ajouté quelque chose qui était très intéressant par rapport à ça, c'est quand il observe la fameuse histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, de l'enfant et la bobine. C'est-à-dire qu'il observe un enfant et il voit cet enfant qui a une bobine de fil et qui la jette sous le lit, donc elle disparaît et fait ouh, il est pris comme ça, hein, d'une angoisse, et puis il tire le fil, il ramène la bobine et puis il est tout content. Et puis donc il observe ça et en même temps il observe que quand l'enfant jette la bobine, il dit fort. Et il dit Forda, c'est-à-dire partie revenue en allemand, et donc il interprète ça, l'enfant joue avec ses émotions et ses affects par rapport à la présence ou à l'absence de la mère. Et qu'il commence à mettre des mots dessus, et que du coup c'est le premier apprentissage sur le fait d'apprendre justement à ne plus être dépendant des affects qu'il éprouve, hein, quand sa mère est partie ou quand sa mère est là. C'est-à-dire la plénitude de l'enfant totalement comblé par sa mère, hein, par son sein, qui est dans la plénitude, dont on sent qu'il est complètement dans le bonheur absolu. Et puis les autres moments où il est en manque, où il est angoissé, et que ces émotions très très archaïques, hein, je ne vais pas faire un cours de psychanalyse, mais Mélanie Klein a beaucoup travaillé sur ces questions-là aussi. Et donc tout cet archaïsme va changer à partir du moment où l'enfant va pouvoir jouer avec ses émotions et mettre des mots dessus. Un des aspects de ce séminaire, d'essayer de jouer avec ses émotions. C'est-à-dire, il y a parfois des moments où on ne peut pas jouer avec ça. En tout cas, si on voudrait peut-être, mais on n'y arrive pas, parce qu'elles sont trop ravageuses, elles sont trop fortes, elles nous débordent complètement. Et puis il y a cet exemple de l'enfant et la bobine, où la symbolisation, c'est-à-dire la capacité de mettre des mots dessus, fait que je vais prendre la distance par rapport aux affects pour jouer à faire partir ma mère et la faire revenir, donc à acquérir de la puissance sur mes affects en jouant mon angoisse quand elle est partie, mon plaisir quand elle revient, etc. Et cette formidable capacité que développent les humains, hein, de symboliser, d'exprimer leurs émotions, leurs affects les plus puissants et les plus archaïques en faisant quelque chose. Et c'est le début du jeu, Winnicott, les airs transitionnels, et puis c'est le début du jeu, par exemple le début, hein, de la fantasmatisation, et de pouvoir jouer avec ces fantasmes, de pouvoir jouer avec ces images, de pouvoir jouer avec ces représentations, et puis de mettre la vie en scène. C'était sa vie en scène, en écrivant son journal de vie, en faisant des collages, en faisant des albums de photos, en faisant toute une forme d'expression artistique, scientifique, toute forme d'expression qui permet, hein, de travailler sur sa vie, pour travailler sur ses affects, travailler sur cette histoire incorporée et essayer de prendre un peu de distance par rapport à cette dépendance, hein, du petit enfant totalement débordé par les émotions. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette lutte permanente entre l'émotion et la raison, et cette croyance que pendant très longtemps, les émotions, c'était vraiment à l'inverse de la raison. C'est-à-dire que là, c'est l'éducation, hein, un enfant, ça pleure pas, un garçon, ça pleure. Les filles, ne pas pleurer au moins devant tout le monde, aller pleurer dans sa chambre. On ne se répond pas. C'est-à-dire l'idée d'exprimer ses émotions et de ne pas les tenir, c'était la faiblesse, c'était la vulnérabilité, c'était les choses, la vie est dure, il faut être
dur avec soi-même, exprimer ses vulnérabilités, ses faiblesses, ses blessures, etc. Ça, c'est pour l'intime, ça, c'est à cacher, et en société, il faut de la retenue, il faut savoir se tenir. Et donc, ne pas se laisser aller, ne pas s'abandonner, avec évidemment une dimension du genre importante selon les cultures, par rapport aux messages qui sont donnés, souvent assez différents sur les filles et les garçons par rapport à ça. Et donc les mécanismes d'inhibition et de répression des émotions sont un élément important parce que on a appris à enfouir ça, on a appris à les maîtriser, on a appris l'être civilisé, c'est celui qui sait maîtriser ses émotions et qui fait l'apprentissage de la retenue. Du coup, les émotions sont surtout attachées à la souffrance, à des situations vécues comme violentes, conflictuelles, dans lesquelles le corps a été particulièrement exposé, donc que ce soit des violences physiques, des violences sexuelles, des humiliations publiques, mais aussi les séparations, les arrachements, les abandons, les ruptures, les déchirures de la vie, où là, l'émotion ressort massivement. Et les biologistes, je pense à Jean-Didier Vincent par exemple, montrent que si la perception de l'autre comme objet de désir a été vandalisée dans l'enfance, en particulier à l'occasion de maltraitance, de viols, de sévices sexuels ou de traumatismes affectifs graves, les représentations mentales s'en trouvent altérées. Et le dégoût, la peur s'installe, la honte, et en particulier viennent alimenter la honte de soi. Il y a une partie de moi que je ne veux pas reconnaître, dont je voudrais me débarrasser, parce que cette partie de soi garde la marque d'une honte originelle par rapport à laquelle que je ne supporte pas, que je ne veux pas dans mon moi. Je ne veux pas être ça. Et pourtant, je suis ça, quand même. Et c'est là où l'articulation de psychique et le social est très très importante, parce que, par exemple, la question de la couleur de la peau, la question du racisme, de l'esclavage, etc., quand l'histoire, pas son histoire personnelle, mais aussi une histoire collective, et qu'il y a des marques physiques qui, à un moment donné, ont été totalement stigmatisées, et qu'à partir du moment où on fait partie de cette catégorie-là, on n'est plus des humains, par exemple. Ce type de violence, comment on fait avec ça, comment on reste marqué avec ça, et comment on arrive à se dégager ou pas de ça, mais en tout cas, chaque situation qui va renvoyer à cette violence-là va nous réveiller, révéler des réactions, des émotions, de la colère, du rejet, du dégoût, de la peur, qui sont tellement archaïques qu'on a l'impression qu'on ne peut rien en faire. On ne peut pas jouer avec ça en tout cas. Et il faut, et comme le dit Sartre, si la honte naît sous le regard d'autrui, le dégagement de la honte ne peut se faire que sous le regard d'autrui. D'où l'importance de travailler en groupe, de ne pas renvoyer ça à la psychothérapie, à l'intime, à des relations de face à face dans lesquelles on se dévoile, on se met à nu. Alors se mettre à nu quand on est en couple et que c'est dans l'amour, il n'y a rien de plus délicieux. Être à nu, c'est-à-dire être obligé de s'exposer publiquement, alors que les autres restent habillés, c'est la première humiliation des régimes totalitaires, répressifs, de l'armée, de la police, etc., quand on veut montrer cette figure du pouvoir et de la domination et mettre l'autre plus bas que terre. Et donc, derrière ce travail-là des émotions, histoire de vie, c'est aussi de renvoyer à des violences, tout un rapport à la violence, au traumatisme, à la répression, à tout ce qui fait perdre la confiance en soi, fait perdre l'estime de soi, l'amour-propre.
souvent, quand j'évoque la question de la honte, je parle de l'amour sale. C'est-à-dire, il y a une partie de moi que je hais parce qu'elle me dégoûte. Je veux pas me voir comme ça, mais si je pense que les autres me voient comme ça, à ce moment-là, ça me met dans une situation d'inhibition totale. Alors, d'où l'hypothèse que les émotions, en fait, c'est les horloges de la subjectivité. C'est-à-dire que ce qu'on éprouve, le corps dit des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, envie de voir, envie de ressentir. Et donc de favoriser un espace contenant ici, dans lequel on se sente suffisamment en sécurité, que le groupe soit une enveloppe suffisamment protectrice pour qu'on puisse affronter les choses que habituellement on met de côté, on refoule, on ne veut pas voir. Avec l'idée que les émotions, c'est pas mauvais, c'est pas nocif, c'est pas toxique, au contraire, hein, qu'il y a des émotions, il y a des moments où l'émotion est absolument délicieuse. Et donc de revenir à cette polarité qu'il y a chez l'enfant, entre des phases où effectivement ça fait peur, ça fait mal, ça angoisse, et des phases où c'est le bonheur absolu. Des choses qu'on retrouve par exemple dans la passion amoureuse, qui est sans doute un des états émotionnels à la fois les plus délicieux, exaltants, et les plus dangereux et destructeurs. Et à chaque fois on se dit, oh, j'y retournerai pas. Et on rebascule, et c'est sûr, on sait qu'on va avoir mal, mais c'est tellement bon, quoi. C'est irrésistible. Donc c'est ces contradictions qui sont intéressantes, cette double polarité. C'est ni bon ni mauvais en soi, etc. Mais en même temps, il y a dans l'émotion quelque chose qui se dit, le corps parle. Ça parle, disait Grodeck d'ailleurs. Et au moment de Freud, il trouvait que Freud n'avait pas suffisamment introduit cette dimension. Et celui qui est sans doute aussi allé assez loin dans cette dimension, c'est Reich. Hein, l'idée que la cuirasse caractérielle, hein, qu'il fallait bâtir pour se protéger de toutes ces pulsions archaïques, etc., était en fait ce qui empêchait, d'une certaine façon, l'expression, avec toutes ces théories sur l'orgasme, etc., mais qui est intéressante comme ouverture par rapport à remettre en question, hein, cette idée qu'il faut pouvoir mettre en place, enfin, qui interroge les mécanismes de défense qui vont inhiber l'expression émotionnelle et la répression qu'il peut y avoir derrière, qu'elle soit personnelle, psychique ou qu'elle soit sociale. En fait, les émotions, elles sont très utiles, quand je dis des horloges de la subjectivité, pour savoir ce qu'on veut vraiment. C'est-à-dire, il est où mon désir? C'est-à-dire reconnaître en soi, hein, l'action de situations anciennes dans lesquelles on a été mis en difficulté par rapport à ça, qui se réveille à un moment donné où on est confronté à des conflits du même ordre, ou à des choix, ou à des situations similaires. Pour Bourdieu, c'est l'incorporation des habitus qui sont liés à son éducation, à son milieu social. Et donc, ou Jean-Claude Kaufmann, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur comment, sur la fabrication sociale de l'individu. Et puis, c'est aussi la question de la mémoire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il en est des traces de ce passé en moi, et le vaste palais de la mémoire, hein, qu'est-ce qui fait qu'on se souvient, qu'on oublie, et par rapport à se souvenir ou oublier, tout ce que Freud a pu apporter sur la question des résistances, du refoulement. Il y a des choses qu'on ne veut pas savoir, il y a des choses, et
si je pense à Abraham et Torok, les cryptes et les fantômes, ils parlent. Hein, c'est très très intéressant. L'écorce et le noyau, je ne sais pas si vous connaissez ces références. C'est-à-dire, ils disent en fait, il y a des choses qui sont enquistées dans le fonctionnement psychique, comme enterrées vifs en soi. D'où l'idée des cryptes et des fantômes, ou l'idée des maisons hantées, par exemple. C'est très intéressant, les maisons hantées. C'est-à-dire cette idée qu'effectivement, les maisons garderaient la trace d'événements qui se sont passés et donc qui renvoient aussi évidemment à toute la réflexion sur les traumatismes et comment on est habité par des choses dont on aimerait bien se débarrasser, mais qui sont toujours en soi et qui sont incorporées. Et le terme d'incorporation, ce qui est intéressant chez Bourdieu, c'est qu'il a cette intuition-là de l'incorporation de l'histoire, mais il ne définit pas le processus d'incorporation, qui est plutôt défini par les psychologues, par les psychanalystes. Alors, incorporation, inculcation, identification, intériorisation. On ne va pas faire un débat théorique sur ces mots-là, mais simplement de s'interroger sur pourquoi et comment l'histoire est agissante en soi. Et une des hypothèses de ce travail, c'est que le passé est le passé, on ne peut rien faire à ça. La seule chose sur laquelle on peut éventuellement faire quelque chose, c'est la façon dont ce passé est agissant en soi aujourd'hui. Combien, par exemple, de vies se sont construites sur le fait d'éviter des violences humiliantes qu'on a pu subir, qui vont conduire à éviter tout ce qui risquerait de nous mettre dans une situation similaire. Et donc de nous confronter à cette violence émotionnelle qu'on a ressentie à un moment donné et qui nous a tellement dévastés qu'on fait tout pour l'éviter. D'où l'idée de mourir de honte, c'est-à-dire préfère mourir que d'avoir à réaffronter une situation dans laquelle on a été confronté à ça. Où on voit bien dans le terme mourir de honte combien c'est d'une force incroyable. Bon, j'ai des tas d'exemples, mais je me reviens là, je ne sais pas pourquoi. Un homme, on avait fait un groupe comme ça avec des chômeurs pour travailler. Et cet homme nous raconte qu'il n'était pas sorti de chez lui depuis 1 an et demi. Et qu'il était devenu affali parce qu'il avait tellement honte d'être au chômage qu'il ne voulait surtout pas croiser quelqu'un qui puisse lui demander comment ça va, etc. Et il ne sortait plus que la nuit et il ne voyait plus sa femme, ses enfants, etc. en disant « je les verrai quand je retrouverai une situation ». Évidemment, s'il ne sortait pas de chez lui, il ne se donnait pas la chance de trouver une situation. Bon, donc ça peut être dans des registres tout à fait différents. Donc on va faire ici l'inverse de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire quand une émotion monte, on se coupe, on fait de la déconnexion. On sent une boule qui monte et... Ici, on va essayer simplement de se mettre à l'écoute de... Nous, on est là pour favoriser l'expression émotionnelle, mais on ne va pas travailler comme on travaille en bioénergie, par exemple, où là, il y a des tas d'exercices pour forcer les choses. Et là, je suis plus influencé par Max Pagès que par Rage. Max Pagès, il m'a appris une approche non directive des émotions. Ni forcer, ni retenir. Mais simplement, vous demandez pendant les 3 jours d'être dans une... conscience de ce qui se passe dans votre corps, d'être à l'écoute du corps, à l'écoute de l'éprouver, et de ne pas déconnecter tout de suite quand il y a quelque chose qui monte, mais hop, de laisser un petit temps avant de déconnecter, si vous déconnectez, pour essayer de... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se dire? Et on va essayer de mettre des mots, comme l'enfant à la bobine, c'est-à-dire sur cet éprouvé. Et c'est pas si facile que ça, de mettre des mots sur les émotions qu'on éprouve. Donc on va essayer ce que Max Pagès appelait le psychodrame émotionnel, c'est-à-dire d'encourager des
des scènes qui permettent de se mettre à l'écoute de son corps, à l'écoute de l'éprouver, à l'écoute de ce que l'on ressent, et qui est pour moi donc se couper de ces émotions-là, c'est s'empêcher aussi de dénouer des nœuds socio-psychiques qui sont en soi. Parce que comme on se coupe, du coup c'est comme le refoulement, de résistance, c'est un mécanisme de défense, d'apprendre à vivre avec, mais ce n'est pas un mécanisme de dégagement, c'est-à-dire de faire ce qui est nécessaire pour dénouer ces nœuds socio-psychiques et s'en dégager. Et ça, c'est une hypothèse très très importante aussi qui est à l'œuvre dans ces groupes d'implication et de recherche, d'identifier ces mécanismes de défense. Je me défends par rapport à ça, et je mets par là le déni, le refoulement, la projection sur l'autre, etc. Ce que la psychanalyse apprend, par exemple, et de développer plus des mécanismes de dégagement. Et pour moi, les mécanismes de dégagement, c'est effectivement, c'est Winnicott, c'est jouer, c'est-à-dire être à l'écoute, identifier l'émotion, essayer de trouver une forme d'expression qui me convient par rapport à ce que j'éprouve. Et donc, ni forcer, ni retenir, c'est que c'est vous qui savez comment faire ça. C'est pas nous. C'est-à-dire, il n'y a pas de recette par rapport à ça, parce que chacun a incorporé l'histoire à sa façon, en fonction de situations qui étaient totalement singulières, même si on a une connaissance et une possibilité d'identification par rapport à la maltraitance, par rapport à la violence, par rapport aux conflits de toutes sortes, que ce soit au travail, dans la famille, dans son enfance ou ailleurs, etc. Chacun va mettre en place des façons de réagir qui sont à la fois totalement singulières et en même temps assez universelles, c'est-à-dire qu'on retrouve des patterns, on retrouve des scénarios, etc. D'où l'intérêt aussi de ce travail en groupe, parce qu'on travaille aussi quand on voit comment d'autres ont réagi dans des situations qui pouvaient être très très différentes et en même temps similaires. Et c'est cette mise, ce travail transversal qui est aussi important dans la dynamique du groupe, c'est-à-dire qui favorise à la fois cette prise de conscience en termes réflexifs, mais aussi cette perlaboration, disent les psychothérapeutes et autres, c'est-à-dire ce travail psychique et ce travail émotionnel qui accompagne la prise de conscience. Cette discussion avec Pierre Bourdieu sur justement, lui il parle d'incorporation des habitus, et c'est-à-dire des habitus qui sont liés à son milieu social, à son éducation, etc. Et dans la discussion, je disais, mais moi je pense que roman familial et trajectoire sociale, c'est la méthode qui permet justement de mieux comprendre en quoi on est le produit d'une histoire. C'est une méthode clinique. Et il disait, oui, vous avez raison, parce que j'ai longtemps été, comme le jeune Freud, de penser que la prise de conscience suffisait. Et il a ajouté, la prise de conscience ne suffit pas. C'est vrai par rapport à l'intrapsychique, il ne suffit pas, c'est le passage de Freud avec l'hypnose, permet de revenir aux traumatismes, etc. Et il se dit, j'ai découvert la méthode formidable pour guérir les gens. Parce qu'ils prennent conscience que le symptôme qu'ils ont est lié à un souvenir infantile, ils retrouvent le souvenir infantile, le symptôme disparaît, alléluia. C'est ce que font aussi les comportementalistes encore aujourd'hui. La question, c'est pas d'éliminer le symptôme, et ce que Freud constate, et il est désespéré, il y a une lettre à son ami Fliss qui est géniale là-dessus, en disant « Je croyais avoir fait une grande découverte, pourquoi il s'est planté? Parce que les symptômes réapparaissent sous d'autres formes, etc. » C'est-à-dire, il avait pensé trouver une méthode de guérison, mais non, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il invente la psychanalyse, la cure, c'est-à-dire le fait que c'est pas par l'hypnose ou par ces deux types de moyens qu'on va permettre au sujet de se dégager de ces traumatismes et des conséquences que ça a pu avoir pour eux. C'est un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus long, qui allie
une capacité de verbalisation, une capacité de prise de conscience de son histoire et d'aller retrouver comment ça s'est construit. Et donc à ce moment-là, c'est au sujet de faire ce travail-là. Et par rapport à la sociologie, par rapport à Bourdieu, l'incorporation des habitudes, c'est pareil. Il ne suffit pas d'avoir la théorie et de comprendre en quoi je suis le produit d'une histoire, d'une éducation qui a pu déterminer mon rapport au savoir, mon rapport au travail, mon rapport à l'amour, mon rapport aux valeurs, comment je reproduis, comment je dégage, qu'est-ce que je fais avec ça. Mais si c'est incorporé, si l'hypothèse que c'est incorporé, il ne suffit pas de faire le travail avec sa tête, il faut le faire aussi avec son corps, avec son découvert. D'où sociologie clinique, c'est-à-dire d'où l'idée qui est que d'introduire la clinique dans le champ de la sociologie pour faire de la bonne sociologie, par exemple pour explorer cette hypothèse de l'incorporation de l'histoire, est un moyen de permettre à la fois la conscientisation, c'est-à-dire l'élaboration réflexive, mais aussi la perlaboration, c'est-à-dire cette capacité à explorer son éprouvé et de prendre comme fil rouge l'émotion, c'est-à-dire, et en particulier là où je la reçois, l'accueille, l'exprime, et là où je me coupe et la mets de côté. C'était une façon d'être au groupe, et que c'était quelque chose qui la travaille, et qu'à ce moment-là, elle avait fait ce choix de travailler. Mais au moment où ça se passe, on n'est jamais sûr de ça, évidemment. Mais en même temps, c'est ça l'analyse du transfert et du contre-transfert collectif, c'est qu'on soit capable que le groupe récupère ça pour pouvoir permettre de dire à un moment donné qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et de le remettre dans le travail du groupe. Et ça, c'est une qualité rare de pouvoir... Enfin, c'est une qualité rare. C'est pour moi une évaluation très très riche. Quand vous dites le groupe a été riche, a été précieux, a été bienveillant. C'est un groupe, c'est une enveloppe groupale qui est capable justement de récupérer ce qui risque de sortir, d'être là quand il faut, de la façon dont il faut, pour laisser les gens justement s'autoriser à faire ce type de travail-là. Et quand on n'a pas l'expérience de ça, on dit, mais vous l'avez dit, de pleurer, ben oui, et alors, généralement, dans un groupe, quand quelqu'un pleure, le groupe s'arrête, et puis on s'en occupe, etc. Donc de ne pas être dans ces habitus-là, par rapport à l'expression émotionnelle, mais d'être suffisamment contenant pour que chacun puisse effectivement s'autoriser à être sujet dans le groupe, c'est-à-dire à décider comment il travaille. Et une façon de décider comment je travaille, c'est de ne pas faire le travail comme les autres le font, par rapport à la consigne qui est donnée, etc., et se permettre d'expérimenter, par exemple, ce qui n'est pas facile. Il y a un autre séminaire qui s'appelle la lutte des places, et là où on joue beaucoup plus là-dessus, d'expérimenter le fait de prendre une place singulière dans un groupe. Bon, par exemple, de partir. C'est pas facile, c'est très compliqué. Et surtout de revenir, c'est pas facile, c'est très compliqué. Et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Et ils vont me poser des questions alors que j'ai pas envie de me poser des questions, parce que si je suis parti, c'est justement pour qu'on me foute la paix, etc. Oui, mais si on ne me pose pas de questions, j'existe pas, j'ai pas ma place. Je le savais bien d'ailleurs que j'avais pas ma place dans cette chose. Vous voyez dans quel piège. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant dans l'apprentissage du savoir-faire de l'animation, c'est d'être attentif et de ne pas en même temps de déconstruire ces paradoxes. C'est-à-dire le fait que je pars pour pouvoir travailler. Mais en même temps, ce qui était intéressant, c'était justement le paradoxe qu'elle nous avait exprimé, qui est très courant aujourd'hui, c'est que je tombe malade pour ne pas être malade. C'est-à-dire, à un moment donné, la violence que je subis au travail est telle que je tombe malade pour me protéger. Parce que là, j'ai une justification d'être en arrêt maladie, mais évidemment, c'est en même temps paradoxal, parce que à partir du moment où je suis en arrêt maladie,
ben, il y a une assignation identitaire qui fait, ah bah oui, on savait bien qu'elle était fragile, qu'elle était vulnérable, etc. Et ça devient, la violence se retourne encore que la personne qui fait ça et qui se met dans cette situation d'exprimer sa vulnérabilité. Ben, si elle est malade, c'est normal qu'elle n'ait pas la promotion, c'est normal qu'elle n'ait pas la récompense, c'est normal qu'on ne l'augmente pas, c'est normal qu'on lui donne un poste supplémentaire. Donc, la clinique, c'est justement cette capacité qu'on développe de mieux comprendre les paradoxes, comment la contradiction entre l'exploitation au travail et l'amour du travail. On ne peut pas travailler si on n'aime pas son travail, on s'investit comme des fous, etc. Donc on s'auto-exploite. Hein, et plus on s'investit, et alors à un moment donné on s'investit parce qu'on a besoin d'être... Et quand la reconnaissance disparaît, au lieu de désinvestir, on se réinvestit encore plus, etc. Et à un moment donné, la tension est telle que ça devient paradoxal. La clinique, c'est cette capacité à les déconstruire. Et les déconstruire, si possible, en co-construction avec ceux qui sont dedans, c'est-à-dire en partant de leur situation. Donc à ce moment-là, le savoir, il n'est pas un savoir d'expertise, de diagnostic, qui est, ben c'est ça. Il est un savoir clinique, c'est-à-dire on essaye de construire ensemble des hypothèses pour pouvoir comprendre le symptôme, comprendre le conflit, comprendre les contradictions que ce conflit exprime, comprendre que si on n'arrive pas à s'en sortir, c'est peut-être parce qu'il est rattaché à d'autres conflits qui sont passés dans l'histoire, ou qui sont passés dans d'autres sphères, etc. Et on essaye d'enlever la pelote. Effectivement, cette approche-là est construite sur une épistémologie de la complexité et une méthodologie qui est une clinique de l'historicité qui est construite sur des paradigmes qui sont différents des paradigmes habituels dans les sciences sociales et dans les sciences humaines. Et qui en même temps, évidemment, se réfèrent à ces paradigmes. Mais qui sont donc sur des paradigmes qui sont très différents des sciences exactes, donc la méthode expérimentale ou autre, qui sont très différents de ceux qui sont habituellement enseignés à l'université. Et donc, évidemment, pour pouvoir développer ce point, il faut faire un cours où il faut lire. Il faut lire les ouvrages qui exposent ça. Lesquels? Desquels? Il y a une bibliographie qui circule dans le groupe de recherche et de formation. Il y a un dictionnaire de sociologie clinique qui vient de sortir. Et il y a ces paradigmes, si vous voulez, pour les livres qui me concernent moi, il y a, ça commence avec la névrose de classe, les sources de la honte, c'est une partie. Il y a aussi, et puis il y a les livres dans la collection sociologie clinique, par exemple, sur le livre écrit avec Michel Legrand, qui a déjà été cité, Intervenir par le récit de vie. Il y a le livre La part de social en nous, qui développe cette clinique de la complexité. L'histoire en héritage. Alors, il y a les sources de la honte, l'histoire en héritage, mais ça va aussi jusqu'à, par exemple, le capitalisme paradoxal, qui paraît très très loin de tout ça, mais qui expose, je pense comme je ne l'avais jamais fait, ce qu'on a appelé l'analyse dialectique. Ce triptyque complexité, dialectique, historicité, c'est effectivement des paradigmes qui explicitent les hypothèses sur lesquelles on travaille ici, qui ont permis de construire le cadre, de construire les outils méthodologiques et de construire la posture de chercheur dont on a besoin pour pouvoir faire ce type de recherche. Alors, par exemple, sur la question de l'objet de recherche,
c'est très intéressant parce que habituellement, à l'université, effectivement, quand on fait une thèse, on apprend à construire son objet et donc à définir le champ, définir une problématique, définir une méthodologie, recueillir des données, analyser ces données, et tout ça nous fait une belle thèse. Ça, ici, évidemment, on est dans une épistémologie différente, c'est-à-dire on a fait vraiment de la recherche, je n'en doute pas un seul instant, de la recherche fondamentale et pas pratique. Elle devient pratique, elle devient appliquée, c'est-à-dire elle peut être appliquée par des praticiens ou par des intervenants dans leur pratique de chercheurs, d'intervenants, de praticiens, d'accompagnés, d'aides, etc. Mais en fait, elle est vraiment de la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a à définir l'objet, on est sur une recherche sur la condition humaine, fondamentalement. Hein, et donc, c'est effectivement un objet anthropologique. Sauf que c'est une épistémologie qui est différente qui est différent et complémentaire. Comme disait Edgar Morin, c'est à la fois complémentaire, contradictoire et antagoniste avec des différentes démarches de recherche qui peuvent exister aujourd'hui dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, etc. Sachant qu'en ce moment, hein, toute cet univers de la recherche est totalement bouleversé par toute une série par la complexité, qui va des algorithmes de haute fréquence à la mondialisation, en passant par l'émergence de nouveaux problèmes sociaux, hein, qui remettent en question la notion de culture, la notion d'identité, la notion d'ethnie, la notion d'appartenance, d'interculturalité, c'est-à-dire tout en ce moment est complètement remis en question. Une des caractéristiques, pourquoi je reviens à l'exposé que j'ai fait au début, c'est bien cette articulation, un des points forts, hein, c'est de méfiez-vous du double piège du vécu sans concept et du concept sans vie. Et à partir du moment où on introduit, hein, cette idée de la vie, du vécu, ça amène à reconsidérer ce qui est la... Il y a eu un très beau article ici à l'Université de Montréal de Gilles Houle, qui était le collègue de Robert Sévigny, qui sont les deux références fortes en sociologie clinique ici à Montréal, sur la sociologie du vivant. Qu'est-ce que c'est que le vivant? Donc il essaye de situer cette épistémologie-là par rapport à la biologie. Le vivant, c'est la biologie d'habitude qui s'occupe de ça, qui le traite, etc. Mais c'est aussi d'ailleurs, je suis très reconnaissant au fait que c'est quand même en anthropologie qu'effectivement, qui a légitimé beaucoup plus que toutes les autres sciences sociales l'approche en termes d'histoire de vie. Mais en même temps, évidemment, hein, c'est une approche en termes d'histoire de vie, donc c'est une complémentarité, une proximité, mais c'est pas tout à fait, il ne propose pas tout à fait le travail qu'on a fait ici. Hein, donc Oscar Lewis, par exemple, qui est une référence, je ne parle pas de l'école de Chicago et de la fameuse étude sur le paysan polonais, etc. Parce que là, c'est même pas une histoire de vie, c'est n'importe quoi, alors que ça sert de référence, hein, à la méthodologie des histoires de vie, comme si c'était ça qu'il avait initié. Mais Oscar Lewis, Les enfants des Sanchez, est une des références fortes, c'est-à-dire un anthropologue qui passe beaucoup de temps à recueillir les récits de vie d'une famille mexicaine et qui, à partir de cette famille-là, nous permettent d'illustrer le fonctionnement de la société mexicaine à cette époque-là, et qui illustre alors une chose tout à fait intéressante par rapport à la complexité, c'est que le tout est dans la partie. C'est-à-dire le tout de la société est dans la famille des Sanchez. Et là, on va beaucoup plus loin, puisqu'on dit que le tout de la société est dans chaque individu, hein, et qu'il y a une relation récursive, comme dirait Edgar Morin, sur la causalité récursive,
qui va au-delà de la causalité systémique, quand il dit que cette idée que le produit devient producteur de ce qui l'a produit. Et ça, c'est très intéressant pour repenser les relations individus et sociétés. Les sociétés produisent des individus qui produisent la société. Et puis, qui a introduit donc au cœur de l'analyse la question du sujet et de la subjectivité, c'est-à-dire la société produit la subjectivité, des processus de subjectivation, qui conduit les individus à produire la société dans laquelle ils sont. Alors, je donne juste quelques exemples, et ce qu'on a du mal à voir, c'est combien cette position d'être au plus près du vécu, cliniquer, aller au plus près du lit du malade, en sociologie, aller au plus près du vécu des acteurs, bouleverse de fond en comble les positions épistémologiques et méthodologiques habituelles des anthropologues, des sociologues, mais aussi du côté de la psychologie. C'est pour moi la même rupture que celle que Freud a pu entraîner dans le champ de la psychiatrie, dans le champ des neurosciences et dans le champ de la psychologie clinique, de la psychologie collective, de la psychologie comportementaliste, etc. C'est-à-dire, à partir du moment où il pose la question de là où est ça, je dois advenir, c'est-à-dire cette question du sujet, et à partir du moment où il montre que la conscience, la prise de conscience, ne suffit pas, donc la recherche construite sur des positions rationalistes, des positions de dire c'est la raison, et donc il faut construire des méthodologies qui permettent d'objectiver et d'avoir un rapport objectif, rationnel à la réalité, donc de construire la réalité comme un objet, font l'impasse sur la question du fonctionnement même de l'individu et du fait que la conscience elle-même est surdéterminée par un ensemble de processus intrapsychiques qui sont inconscients. Et donc, si on n'introduit pas ces déterminants de ce qui produit la conscience, on ne peut pas... je veux dire, ça remet en question cette idée de la science comme une vérité, même si on le met entre guillemets, qui va permettre de saisir la réalité. Et Bourdieu aussi, d'ailleurs, d'où le séminaire que je fais maintenant depuis 20 ans, Histoire de vie et choix théoriques, où j'invite les chercheurs à venir s'interroger en quoi leur histoire personnelle, familiale et sociale détermine leur façon de construire leurs objets, leur choix théorique et leur façon de construire leurs problématiques, leurs options méthodologiques, c'est-à-dire les méthodologies qu'ils choisissent, et pas, d'où la scène de ce matin qui est très intéressante, de considérer que certaines façons de faire de la recherche sont effectivement des mécanismes de défense pour se protéger du vécu affectif, du vécu inconscient, de ce qu'on ne comprend pas, de l'irrationnel. Et d'ailleurs, ces sciences-là considèrent que tout ce champ-là, c'est irrationnel. Simplement, qui montrent leur incapacité à mettre de la compréhension en disant ça c'est en dehors du champ parce c'est irrationnel, parce qu'on ne peut pas le faire rentrer dans notre rationalité, c'est-à-dire dans les outils qu'on a construits pour saisir ce qu'on appelle la réalité. Alors, on voit bien comment cette science-là est utile pour construire des ponts, c'est-à-dire la physique, la chimie, etc. Parce qu'un pont, ça tient ou ça ne tient pas, et si ça ne tient pas, c'est qu'on a mal calculé. Toute chose égale par ailleurs, toujours, on ajoute en physique. Toute chose égale par ailleurs. Or, ce toute chose égale par ailleurs n'a aucun sens quand on essaye de saisir l'humain, le social, la vie en société, etc. Mais Durkheim avait bien raison. Ce qu'il faut de la sociologie, c'est d'analyser les phénomènes sociaux comme des choses, parce qu'à ce moment-là, la sociologie avait besoin d'être reconnue comme démarche scientifique, au même titre que toutes les autres démarches scientifiques. Aujourd'hui,
La sociologie a montré son intérêt et ses limites, enfin cette sociologie-là, mais on peut se permettre de penser autrement. Les sciences sociales, en réintroduisant un certain nombre de découvertes sur justement la complexité, la récursivité, etc. J'arrête mon débat épistémologique, mais c'est pour ça. C'est pourquoi le problème par rapport à ça, c'est pour ça que ce séminaire est formidable, parce que pour moi, quand je dis c'est de la recherche fondamentale, je veux dire, il faut avoir la légitimité de dire ça. Mais je l'ai, et je l'ai parce que je l'ai acquise. C'est-à-dire qu'il a fallu batailler, et la bataille, elle ne fait que commencer. Parce que on acquiert une légitimité, parce qu'à un moment donné, la communauté scientifique vous considère comme un des leurs. Parce que je suis prof émérite à l'université, docteur honoris causa, etc., qui a un dictionnaire de sociologie. Tout ça, c'est bullshit. Mais ça permet de donner au maître une certaine assise par rapport à son langage. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on a vécu là pendant 3 jours. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que pendant 3 jours, on a fait de la recherche ensemble et qu'on a découvert des choses. Et découvert des choses à la fois sur le plan personnel et découvert des choses sur le plan scientifique. Mais évidemment qu'on ne sait pas. On fait de la science sans le savoir. C'est-à-dire, on produit du savoir, mais qui n'aura de statut de savoir qu'à partir du moment où ça sera écrit dans des articles, dans des livres, et que ça sera tamponné par, comme communication à un colloque, tamponné par la communauté scientifique comme ayant une validité et une valeur scientifique. Quand on introduit l'épistémologie de la psychanalyse dans ces approches-là, on ne peut pas les traiter de la même façon. Ça introduit l'intention, mais ça introduit aussi la question du transfert et du contre-transfert. Toutes les questions du transfert et du contre-transfert du chercheur par rapport à son objet. Et le point aveugle de la plupart des gens en sciences sociales. Ils font comme si cette question-là n'était pas primordiale. Et ils vous disent, je n'ai pas à me raconter dans une thèse, et ils ont raison. Une thèse, c'est pas fait pour se raconter. Par contre, pour faire une thèse, il est tout à fait essentiel de faire l'analyse de son rapport à l'objet, et donc des relations transférentielles et contre-transférentielles. Pourquoi j'ai choisi cet objet? Quel rapport ça a avec mes propres investissements? Quelle charge affective je mets dans la recherche? Qu'est-ce que représente pour moi le fait de devenir docteur quand je viens d'un autre milieu, quand je suis une femme dans un milieu d'hommes, etc. Tous ces enjeux-là sont des points de la recherche scientifique aujourd'hui. Et il faut les lever. Merci. Et ça nous intéresse tous. Alors, c'est pour ça que c'est une chance de pouvoir réunir dans un même groupe une hétérogénéité qui fait que, par exemple, beaucoup de praticiens ont un tel complexe par rapport aux chercheurs et à la recherche et aux docteurs qui n'osent même pas prononcer 3 mots comme ceux que je viens de faire là. Parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, parce qu'ils n'ont pas les outils théoriques et l'armature qui va permettre de travailler ça au fond. Parce que même s'ils lisent beaucoup, ils ont le sentiment que cette partie-là, c'est pas pour eux, c'est pas fait pour eux, etc. Même s'ils la connaissent et même s'ils comprennent les enjeux, etc. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a des enjeux de pouvoir dans le rapport au savoir, et que tant qu'on n'a pas analysé ces enjeux de pouvoir, on ne se sent pas légitime. A fortiori, si par ailleurs, on ne se sent pas légitime parce qu'on est né une fille alors qu'on était désiré comme garçon, parce qu'on vient d'un milieu où la culture, les habitus du rapport au savoir n'existaient pas, parce qu'on a le sentiment qu'on n'ait pas poussé les études suffisamment loin pour pouvoir discuter de ces choses-là, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est intéressant de remettre en premier plan, et non pas en arrière-plan, de remettre dans la nécessité de l'explicitation, et non pas dans le latent, l'implicite, le refoulé, le caché, le dénier. Mais évidemment que ces enjeux-là
sont absolument essentielles pour pouvoir faire de la recherche, mais aussi pour pouvoir accompagner les autres, à analyser les difficultés dans lesquelles ils sont, les liens entre leurs symptômes somatiques et leur histoire, leur vie, le psycho, les liens. Bon. Quand elle dit « mais on n'a pas parlé de l'homme d'aujourd'hui ici », je veux dire, c'est une erreur manifeste. On n'a parlé que de ça. C'est-à-dire de ce que vous êtes aujourd'hui. Et on fait le constat, c'est une découverte scientifique majeure, que l'homme d'aujourd'hui est aussi l'homme du passé, est habité par une histoire, et il est habité aujourd'hui par une histoire, dans l'ici et maintenant. C'est ça la clinique de l'historicité. C'est de comprendre que je suis le produit d'une histoire. Et que je suis le produit d'une histoire, mais par contre, et que cette histoire est agissante en moi, et que ce que je peux mettre au travail, c'est comment aujourd'hui je suis habité par cette histoire. Comment je peux découvrir ça en faisant un travail sur moi, mais également, et même peut-être plus, en comprenant comment d'autres sont habités par une histoire que je connais, parce que en fait, elle est complètement différente, mais c'est la mienne aussi. Et donc, ça remet en question l'individualisation, par exemple. C'est-à-dire, chaque individu porte en lui l'ensemble de la société. Donc, l'ensemble des histoires des autres. Il ne le connaît pas. Mais surtout, il est inconscient du fait que dans les rapports à ma mère, dans les rapports à la mort, dans les rapports au choix professionnel, dans les rapports au choix amoureux, dans les rapports à l'argent, dans les rapports aux valeurs, etc. On investit, on pense qu'on choisit, que c'est ma vie, c'est mon histoire, mais en fait on voit les processus, on voit les patterns, on voit des modèles. C'est pas mon histoire, mais je retrouve quelque chose. Je retrouve quelque chose que je peux désigner et identifier. C'est ça de la science. Ça, c'est de la science. C'est vraiment de la science. Mais c'est de la science clinique, c'est-à-dire qui part, qui procède autrement qu'un recueil de données distanciées qu'on va analyser avec des statistiques, ou avec des grands tableaux dans lesquels on va mettre des variables et puis on va les classer, etc. C'est-à-dire qui est une autre façon de faire de la science, qui a eu ses lettres de noblesse et qui aboutit à des résultats, mais qui est complètement différente de ce qu'on fait ici.